La dernière partie du cours concerne les modes normaux de vibration des molécules polyatomiques. Jusqu'à présent, on a parlé de la vibration des molécules diatomiques. On a dit qu'une molécule diatomique est caractérisée uniquement par une seule fréquence de vibration, qui est le mode d'élongation de la liaison, donc, euh, donc qui est observable en infrarouge ou bien en ramant, ou en ramant. Euh, Lorsque une molécule est en phase gaz, elle peut présenter une structure fine, c'est-à-dire qu'en plus du spectre de vibration, on aperçoit de nombreuses transitions, on peut identifier de nombreuses transitions qui correspondent aux transitions rotationnelles. Et dans ces conditions, ce qu'on observe, c'est un spectre de rotation-vibration. Alors qu'en est-il pour une molécule polyatomique? On va considérer d'abord une molécule très très simple, qui est la molécule de triazine. Donc on va aller pour ça sur le web, on va aller voir le site du NIST. Donc c'est le webbook du NIST. Dans la molécule de S-triazine, vous l'avez dessinée ici. C'est une molécule qui est cyclique, hein. Donc c'est une molécule, je vais vous la dessiner ici. Donc c'est une molécule qui présente une alternance de simple et de liaison simple et de liaison double. C'est une molécule donc hexagonale. Et pour compléter la structure de Lewis ici, il ne faut pas que j'oublie les hydrogènes. Donc sa formule brute, c'est C3, N3, H3. Tant qu'on y est, on va faire un petit peu de Lewis. Il y a des doublés non liants ici sur les atomes d'azote. Donc comme d'habitude, chaque atome d'azote a trois pattes, il fait trois liaisons, et chaque carbone fait quatre liaisons. Donc ça, c'est la molécule de S-triazine. Tant qu'on y est, c'est une molécule qui est de symétrie D3H. Elle appartient au groupe ponctuel de symétrie D3H. Elle est très symétrique. On reviendra après sur sa symétrie et sur les éléments de symétrie que l'on peut identifier dans cette molécule. Donc, modes normaux de vibration. Ces modes normaux de vibration, ils sont à la base des mesures que l'on peut faire en spectroscopie Raman ou infrarouge. Et dans le cadre de ce cours, on se limite à la spectrométrie Raman. Donc, revenons au spectre infrarouge de la S-triazine que l'on peut trouver dans des banques de données. La voici. Donc le spectre infrarouge, le voilà. Voilà le spectre. Donc c'est un spectre qui présente, donc là je vous laisse examiner ce qui est tracé. En ordonnée, c'est la transmittance, le pourcentage de transmission. Donc c'est le pourcentage de transmission de la lumière dans le domaine infrarouge. Et vous avez un certain nombre de pics qui sont, ou l'abscisse, qui sont reportés donc ici. En abscisse, ce qu'on a, c'est le nombre d'ondes. Avec à droite, donc c'est dans le sens inverse de ce que j'avais pu dessiner par exemple pour les spectres de rotation-vibration. Il est d'usage d'avoir l'origine des nombres d'ondes à droite, donc 0 cm-1 est à droite, et ça s'étale jusqu'à à peu près 4000 cm-1. Donc il y a un pic aux alentours de 3100 cm-1, enfin une petite bande, un petit peu large. Il y a également deux bandes avec des pics secondaires autour de 1600 cm-1, une autre ici autour des 1400 cm-1. Et puis là, la mesure s'est arrêtée vers 600 cm-1. Donc vers les 700 cm-1 ici, il y a plusieurs pics. On peut observer plusieurs pics, donc il y a une bande un petit peu large. En fait, une bande un petit peu large vers 700 cm-1. Alors si on regarde maintenant à quoi correspondent ces modes, ben, chaque fois que l'on observe un pic, ça correspond à l'excitation d'un mode de vibration. Et un mode de vibration, c'est-à-dire une déformation de la molécule, les atomes, les noyaux bougent les uns par rapport aux autres, en respectant la symétrie de la molécule. Donc il y a un respect absolu de la symétrie de la molécule. Et il existe donc, je vais passer sur les détails, mais en tout cas on a un moyen de modéliser ces modes de vibration. Alors ça passe par la résolution de l'équation de Schrödinger, mais à la limite, je dirais presque peu importe. On est capable, d'un point de vue théorique,
de décrire ces modes de vibration. Donc c'est ce que vous pouvez trouver sur le site web Vcam 3D. Si vous allez sur Vcam 3D, donc c'est vcam3d.univ-tls3.fr, vous tapez dans Google Vcam 3D, vous avez une partie spectroscopie, infrarouge Raman, et vous avez dans l'infrarouge ici les modes de vibration de la 135 triazine, donc, qui est ici, qui est représenté avec des liaisons intermédiaires entre simple et double, puisque est-il utile de vous rappeler, ce que je vais faire ici, est-il utile de vous rappeler qu'il y a deux formes résonantes, donc si je dessine la S-triazine, je vais juste dessiner de façon implicite les carbones. Donc voilà la forme résonante, une forme résonante de la S-triazine, mais vous avez donc une mésomérie qui peut se faire. Donc l'autre forme résonante, c'est celle-ci. Voilà. Oui, j'avais dit que j'allais dessiner un implicite. Voilà, et en fait qu'on peut résumer par, comme pour le benzène, voilà la résonance ici des électrons pi. Donc ça c'est la forme, donc la forme résonante qui est la moyenne des deux formes précédentes. Bref, c'est pas l'objet véritablement de cette séquence-là. Donc je reviens à la striazine. Donc vous avez ici la géométrie. Et vous avez tous les modes de vibration qui ont été simulés. Donc par exemple, autour des 3100 cm-1, vous avez trois modes de vibration. Celui à 3073 qui correspond, alors je peux tourner la molécule, c'est interactif. Vous voyez que c'est une déformation dans le plan et c'est une élongation symétrique des liaisons CH. Je peux augmenter l'amplitude ici. Donc vous voyez, ce mode de vibration-là est un mode totalement symétrique d'élongation des liaisons CH. Les trois liaisons CH s'allongent et se raccourcissent en phase. Ensuite, il y a deux modes à 3068 cm-1, donc presque à la même énergie. Et là, vous voyez, c'est l'élongation antisymétrique des liaisons CH. Donc quand vous avez une liaison CH qui s'allonge, les deux autres se raccourcissent ou s'allongent en opposition de phase. Etc. etc. Il y a également les modes ici, alors autour de 1550 cm-1, ce sont des modes de déformation angulaire. Donc là aussi, ce sont des déformations dans le plan. Vous voyez, si je regarde la molécule sur la tranche, ce sont des déformations dans le plan, ce sont des modes de déformation angulaire. Là, ici, c'est les modes de déformation, essentiellement. Les angles HC azote, HCN, varient de façon importante. Etc., etc. On avait dit qu'il y avait des modes autour des 700 cm-1. Donc vous avez ce mode-là, alors qui lui est clairement un mode de déformation hors du plan. Lorsqu'on regarde dans le plan, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, c'est des déformations hors du plan. Donc il y a un mode à 729. Et il y a aussi des modes à 660 qui sont des modes à nouveau de déformation angulaire, mais dans le plan. Ce sont des modes de déformation du cycle. Donc ces modes-là, vous ne pouvez pas les anticiper. À moins, donc là, on a fait derrière des calculs un petit peu compliqués pour visualiser ces modes-là. Je vais vous montrer d'autres modes qui sont sur lesquels on va travailler. Ce sont les modes de déformation de l'eau, de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau présente un mode de déformation qui est un mode d'élongation des liaisons OH, qui est un mode donc antisymétrique. Quand une liaison OH s'allonge, l'autre se raccourcit. Il y a également à 3652 cm-1, le premier est observable premier mode à 3756. Il y a un mode de déformation qui est le mode d'élongation symétrique des deux liaisons OH. Donc j'attire votre attention que là, les angles dans ces modes de déformation, ces deux ici, les angles HOH, l'angle HOH n'est pas modifié
Donc ça, c'est l'élongation symétrique. Et enfin, il y a un mode de déformation angulaire, le mode dit de scissoring. Donc scissors, ce sont les ciseaux. Donc c'est un mode de déformation angulaire, on dit aussi de bending, mais plus précisément que c'est un mode dit de scissoring, qui est à 1596 cm-1. Et ces trois modes sont observables avec des intensités plus ou moins importantes en infrarouge. La symétrie, pour analyser ces modes de vibration, la symétrie est absolument importante. Je vais vous montrer un autre exemple, la molécule de CO2. Donc la molécule de CO2 présente 4 modes d'élongation. Donc la molécule d'eau présente 4 modes de vibration, la molécule d'eau en présentait 3. Donc pour CO2, il y a un mode d'élongation, donc ici, ce mode-là, qui est un mode d'élongation antisymétrique. Les deux liaisons CO s'allongent et se raccourcissent en opposition de phase. C'est un mode qu'on peut observer en infrarouge avec une très forte intensité. Il y a un mode d'élongation symétrique, donc les deux liaisons CO s'allongent et se raccourcissent en phase. Ce mode-là, il n'est pas observable en infrarouge. On peut le voir en Raman, mais il n'est pas observable en infrarouge. En Raman, on l'observe à 1340 cm-1. Et ensuite, il y a deux modes dégénérés à 665 cm-1. Donc il y a un mode, ce sont des modes de scissoring à nouveau. Vous voyez ici, de déformation angulaire, qui sont un petit peu différents. Donc il y en a un, enfin les deux sont équivalents en fait, mais ils sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Je veux dire, les deux déformations sont orthogonales l'une par rapport à l'autre. Donc là, vous voyez, c'est le mode de déformation dans le plan. Et celui-là, on le voit mieux ici. C'est le mode de déformation hors du plan. Mais les deux sont complètement équivalents. C'est-à-dire que le carbone et les deux oxygènes bougent les uns par rapport aux autres pour faire une modification angulaire, etc., etc. Donc c'est absolument impératif, dans les prérequis, c'est de connaître la symétrie. Donc si on regarde la S-triazine par exemple, qui est un cas sûrement un petit peu difficile, la S-triazine appartient au groupe des 3H. Donc on va rapidement retrouver tous les éléments de symétrie. Donc je vais dessiner le squelette, juste le squelette, puisque je vous rappelle que pour la symétrie, déterminer la symétrie d'une molécule, on ne prend pas en compte la nature des liaisons. On ne regarde que les squelettes. Donc on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait des liaisons sigma ou pi. On ne regarde que le squelette sigma. Je vais plutôt faire le dessin comme ça. Voilà, donc il y a un azote ici, un azote ici, un azote ici. Alors, il y a ici un axe d'ordre 3 qui est perpendiculaire au plan de la représentation, un axe C3. Il y a également ici, passant par un azote et le carbone qui lui est opposé, il y a des axes C2. Centré, il y a des axes C2. La molécule plane, donc toute molécule plane possède au moins un élément de symétrie qui est le plan qui la contient. Et c'est un plan sigma h parce que c'est le plan horizontal. Le plan horizontal, c'est un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation principal, qui est l'axe C3 ici. Il y a également des plans de symétrie qui contiennent l'axe C3. Donc ce sont les trois plans de symétrie qui contiennent l'axe C3 et chacun contient un axe C2. Ce sont ces plans-là qui sont perpendiculaires au plan de la molécule. Ce sont des plans sigma. Et comme ils contiennent l'axe principal, on les appelle des plans verticaux. Donc ça c'est un plan sigma V, ça c'est un plan sigma V, et ça c'est le troisième plan sigma V. Plus difficile, collinéaire à l'axe C3, il y a également un axe de rotation impropre S3. Donc ça c'est des choses sur lesquelles vous êtes peut-être un peu cassé les dents au premier semestre. Donc il y a un axe S3 perpendiculaire au C3.
Donc là c'est déjà pas mal, on a trouvé pas mal d'éléments de symétrie. Alors comment est-ce que je sais que c'est le groupe des 3 H? Parce que il me suffit d'aller consulter le tableau de détermination des groupes de symétrie. Donc vous avez peut-être travaillé avec cette version-là au premier semestre. Donc on va lire ce graphique. Donc la molécule, est-elle linéaire? La réponse est non. Elle n'est pas linéaire. Par conséquent, on va tourner à droite. Est-ce qu'elle possède plusieurs axes de rotation principaux? La réponse est non, puisqu'on a seulement trouvé un axe C3. Donc on est ici. Pardon. La réponse est non, puisqu'on a trouvé un axe C3 et un seul. Est-ce qu'elle possède un axe de rotation principal? La réponse est oui, avec petit n. Donc est-ce qu'elle possède un axe Cn? La réponse est oui, avec n égale 3. Question suivante, possède-t-elle 3C2? Donc on adapte la question générale. Possède-t-elle 3C2 perpendiculaires au C3? On voit pas très bien ici, mais il y a un perpendiculaire. Point d'interrogation. La réponse est oui. Oui. Donc on va ici. Et enfin, possède-t-elle un sigma H? La réponse est oui. Donc on a suivi ce chemin. Ici, linéaire, non. Un axe C3, oui. 3C2 perpendiculaire au C3, oui. Et on s'arrête là puisqu'elle possède un sigma H. Et donc c'est une molécule D3H. Alors maintenant, on va pas mal travailler sur la molécule d'eau. Donc on va refaire le même exercice avec la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est une molécule qui est coudée et plane. Obligatoirement plane puisqu'elle n'est constituée que de 3 atomes. Donc molécule coudée plane. L'axe de rotation principal est un axe C2, il est ici. La molécule est plane, donc elle contient au moins un élément de symétrie qui est le plan qui la contient. Donc c'est un plan ici, mais ce plan-là, cette fois-ci, n'est pas un plan sigma H puisqu'il contient l'axe de rotation principal. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas mieux que ces deux. Donc puisque c'est un plan qui contient l'axe de rotation principal, c'est un plan sigma V. Et il y a également un plan qui est bisecteur de l'angle HOH. Donc là je dessine la trace, il est perpendiculaire, il contient l'axe C2, il est perpendiculaire au plan de la représentation. Et puisqu'il contient l'axe C2, c'est aussi un plan sigma V. Et vous pouvez chercher autant que vous voulez, il n'y a pas d'autres éléments de symétrie. Donc on revient dans le tableau de détermination des groupes de symétrie. J'efface ce qu'on a fait pour le groupe des 3 H de la molécule de triazine. C'est parti, on a notre molécule qui est H2O. Est-ce qu'elle est linéaire? La réponse est non. Est-ce qu'elle a plusieurs axes principaux? Non. Est-ce qu'elle a au moins un axe principal? Est-ce qu'il y en a un? Certaines molécules n'en ont pas. Oui. Est-ce qu'elle a cette fois-ci 2 C2 perpendiculaires au C2? Donc, ici on a répondu oui avec petit n égale 2. Donc a-t-elle 2 C2 perpendiculaires au C2? Cette fois-ci on répond non. Est-ce qu'elle possède un plan horizontal? Non, puisqu'on a dit les plans contiennent l'axe de rotation principal. Ce sont donc des plans verticaux. Est-ce qu'elle possède deux plans sigma V? Donc ici la question, puisque petit n vaut 2, c'est la molécule possède-t-elle deux plans sigma V? Et la réponse est oui. Donc on est là. Elle appartient à la famille des groupes CNV, et plus précisément C2V, puisqu'on remplace ce petit n par 2. Donc cette molécule est une molécule C2V. Donc ce qu'on a trouvé là, c'est les éléments de symétrie. Alors je ne vais pas m'attarder sur les opérations de symétrie pour ces cas simples. On va alors il existe une convention pour l'orientation des axes. Donc ici, cette molécule, par convention, on oriente toujours l'axe Z comme étant collinaire à l'axe principal. Et lorsqu'une molécule est plane, on l'inscrit toujours, elle est toujours inscrite dans le plan Y au Z. Donc l'axe X est perpendiculaire ici à l'axe principal. Est perpendiculaire, bien sûr, à l'axe principal, mais surtout il est perpendiculaire au plan de la molécule. Donc ce plan sigma V, on va l'appeler un plan sigma V YZ, pardon. YZ. Le plan qui contient, qui est perpendiculaire, qui est bisecteur de l'angle HOH, c'est le plan X au Z, donc je l'appelle XZ pour simplifier. Donc on a deux plans, YZ et XZ, par convention. Hein, c'est une convention que vous n'avez pas à connaître. Donc
tous les éléments, donc ça, ce sont les opérations de symétrie. Donc cette molécule possède 4 opérations de symétrie. L'opération de symétrie identité, c'est l'opération qui consiste à ne rien faire en fait. Euh, donc c'est l'opération à la suite de laquelle la molécule, enfin on n'applique aucune opération de symétrie en pratique, aucune transformation de la molécule, aucune rotation ou réflexion de la molécule. Elle possède ensuite un axe C2, ben, ils sont là en fait, l'identité, un axe C2, le plan sigma V XZ et le plan sigma V YZ. Et ce qui est reporté, ce que j'ai reporté ici, c'est ce qu'on appelle la table des caractères du groupe C2V. Et ce qui est reporté, chacune de ces lignes ici, ce sont les représentations irréductibles du groupe. C'est-à-dire que si une propriété, en particulier les propriétés vibrationnelles ou une orbitale moléculaire, si elle possède une certaine symétrie, donc une propriété associée à une molécule qui appartient au groupe C2V. Si une propriété possède une certaine symétrie, si c'est en quelque sorte une symétrie élémentaire, ça ne peut correspondre qu'à une seule de ces représentations irréductibles. Voilà, donc dans la table des caractères, vous retrouvez dans la table des caractères, il existe, je vous rappelle, une table des caractères pour chaque groupe de symétrie. Dans la table des caractères, ceux qui sont rassemblés, ce sont les opérations de symétrie. Et ensuite, la définition par ligne des représentations irréductibles. Et l'enchaînement de caractères 1, 1, 1, 1, ce sont les caractères qui définissent la représentation irréductible A1. 1, 1, moins 1, moins 1 définissent A2, 1, moins 1, 1, moins 1 définissent B1, 1, moins 1, moins 1, 1 définissent B2. Donc vous avez vu des exemples au premier semestre d'utilisation de ces représentations irréductibles. Et on va appliquer ça ici pour la molécule d'eau. Donc la prochaine séquence, c'est l'exploitation de, de ces caractères, de ces tables de caractères, pour déterminer la symétrie des modes de vibration de la molécule d'eau, et après on en déduira si ce sont des modes actifs en raman ou en infrarouge.